Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 4. Alors, aujourd'hui, on va regarder 5 méthodes d'amortissement des actifs. Donc, jusqu'à présent, probablement dans le cours 22-40 et dans le cours 32-40, ce cours 22-40, ce cours 32-40, vous avez vu une méthode d'amortissement, soit que l'amortissement était donné, ou vous avez utilisé l'amortissement linéaire. Donc, on a un montant à amortir d'un actif sur une durée de N années. Alors, ce montant divisé par N, c'est la charge d'amortissement annuelle. Peut-être que si vous avez fait le cours SCO 3008, vous avez vu la DPA, la déduction pour amortissement selon les normes canadiennes. On va le voir en profondeur aujourd'hui. On va aussi voir deux méthodes d'amortissement américaines, donc la somme Double Declining Balance ou les normes comptables, qui est ma méthode préférée. Et on va aussi voir la somme inversée, qui est une somme linéaire, mais linéaire décroissante. Et la dernière méthode qu'on va voir, vous l'avez peut-être vu dans un cours précédent, c'est le kilométrage ou ben donc les unités de production. Donc, alors, on va regarder parce que quand on va faire nos calculs de vanne, on a besoin d'imputer une charge d'amortissement. Et cette charge d'amortissement va venir affecter notre bénéfice imposable, qui va venir affecter nos taxes par la suite. Alors, la charge d'amortissement, c'est une charge non monétaire ou non-cash, qu'on dit en anglais. Et c'est tout simplement pour réduire notre fardeau fiscal, alors nos taxes à payer. La raison pourquoi j'aime les méthodes américaines, c'est que ça donne des grosses charges d'amortissement en début de projet et à la fin du projet, c'est des charges très petites ou des charges nulles qui feraient en sorte que quand tu as besoin de beaucoup d'argent, tu as besoin de l'argent en début de projet, tu as besoin de liquidité en début du projet, mais vers la fin, après 3-4 années d'existence, les projets devraient être rentables et à ce moment-là, tu devrais payer tes taxes. La raison pourquoi j'aime pas les normes canadiennes, c'est que c'est une aberration. Honnêtement, c'est mon opinion. La méthode canadienne, c'est une aberration. On devrait prendre les méthodes américaines. Et je vais vous dire, quand on fait les normes canadiennes, je vais vous expliquer pourquoi que j'ai un problème avec la méthode canadienne. OK, donc, euh, dans vos cours de comptabilité, vous avez vu ce qu'on appelle la valeur comptable ou la valeur en haut livre. En langage américain, on dit book value. Moi, je vais utiliser BV. BV, c'est tout simplement la valeur comptable, book value. La juste valeur marchande ou la JV, en anglais, c'est market value. Souvent, on va dire le prix. Alors, le prix d'une action, c'est la juste valeur marchande de l'action, la market value. Et souvent, en finance, on va regarder le prix, la valeur marchande avec la valeur comptable parce que quand on vend un actif, on vend au prix du marché, alors à la JV, et on va comparer ça avec la valeur comptable. Et si on a un surplus, on appelle ça un gain capital. Et si on a un déficit, on appelle ça une perte en capital. Et nous, en finance, on ne fait pas de la fiscalité. Donc, on va faire quelques simplifications au courant du cours d'aujourd'hui pour faire les calculs des taxes sur les corporations et les taxes sur les gains capitaux. Maintenant, un gain capital, nous, on va tout simplement dire un gain capital négatif quand on a une perte en capital, mais je veux dire, c'est juste une façon de parler. Alors, la valeur au livre, lorsqu'on a un investissement au temps t est égal à zéro, supposons qu'on achète un camion pour 100 000 L'investissement initial, c'est le camion qui est livré puis installé, qui est prêt à runner pour 100 000 Ça, c'est l'investissement initial, c'est la valeur comptable au temps zéro, c'est la book value au temps zéro. Par la suite, à chaque année, on va imputer des charges d'amortissement. Et en anglais, on dit depreciation. Alors, c'est pour ça que si vous voyez dans mes anciens fichiers, je dis des fois dépréciation. Alors, l'investissement initial, c'est pour nous, pour notre projet, c'est la valeur comptable au temps t est égal à zéro. La première année, à la fin de l'année, durant l'année, on va imputer une charge d'amortissement pendant l'année et la valeur comptable à la fin de l'année, c'est la valeur comptable en début de période moins la charge d'amortissement pendant l'année. Une autre façon de voir ça, si je connais la valeur comptable en début d'année et la valeur comptable en fin d'année, la différence, c'est la charge d'amortissement. Alors, en début d'année, elle valait ça, en fin d'année, elle valait ça. Ça, c'est une charge qui est déductible au niveau des impôts. Donc, la valeur au temps 2, c'est la valeur au livre au temps 1 moins la charge d'amortissement au temps 2, ou bedon, la valeur au temps 0 moins la somme de toutes les charges d'amortissement. Donc, souvent, dans des bilans, on va voir la valeur des actifs, des immobilisations brutes, moins l'amortissement cumulé, alors moins les charges d'amortissement historiques,
pour avoir la valeur comptable, la valeur des immobilisations nettes d'amortissement. Donc, la valeur au temps 3, c'est la valeur au temps 2 moins la charge d'amortissement de la troisième année, qui est la valeur initiale moins les 3 premières charges d'amortissement. Donc, au net, en bref, la valeur comptable d'un actif après T années, ben, c'est la valeur initiale moins les charges d'amortissement pour chacune des années précédentes ou ben non, l'amortissement cumulé. Donc, si jamais au temps T, je revends mon équipement, mon camion, supposons que mon camion au temps 3, il vaut 52 000 au livre, mais je le vends pour 60 000. Nous, en finance, on va tout simplement appeler ce 60 000, le 8 000 de différence, on va appeler ça un gain capital. Si la valeur au livre est de 52 000 et on la vend pour 40 000, la perte en capital de 12 000, on peut appeler ça un gain capital négatif de moins 12 000, mais la perte en capital, elle est déductible. Maintenant, dans vos cours d'impôt, vous faites de la fiscalité. Nous, on regarde les flux monétaires incrémentaux. Donc, si moi j'ai 8 000 de gain capital, je vais payer des taxes dessus. Normalement, je paye 50 de ce montant, 4 000, et je paierai le taux corporatif. Nous, on va explicitement, tout simplement prendre le 8 000, puis on va multiplier par un taux d'impôt sur les gains capitaux, qui est généralement 50 du taux corporatif. Donc, si j'ai 8 000 de gain capital et je paye 30 en taxes, donc j'ai 4 000 fois 30 mais c'est équivalent à 8 000 fois 15 Donc, supposons qu'on fait une perte en capital. Donc, le prix de revente est inférieur à la valeur au livre. On a fait une perte en capital. Maintenant, nous, imaginons, nous qui en fait de la finance, on imagine des grosses compagnies comme Walmart. Quand Walmart a liquide un camion qui est désuet et a fait un gain capital dessus, elle va payer des taxes dessus. Ça, on peut le voir. Cependant, si on a un camion qui est vendu à perte, il y a une perte en capital sur ce camion. Mais nous, on ne fait pas de la fiscalité, donc on regarde la différence. Alors, tu as Walmart qui a 10 000 camions, puis sur le camion qui est juste à notre projet, il y a eu une perte de 8 000. Mais Walmart va payer des taxes sur tous les gains capitaux sur les 10 000 camions qu'elle a vendus. On va supposer qu'elle a un gain capital ailleurs. Et le 8 000 va réduire la charge de dette, la charge d'impôt totale sur la compagnie. Donc, si moi, j'ai 10 000 de gains capital ailleurs dans l'entreprise et j'ai une perte en capital de 10 000 sur mon projet va réduire les taxes. Les gains capitaux nets de l'entreprise vont être de zéro. Donc, je vais payer zéro en taxes. Mais ailleurs, l'entreprise a le 10 000 de gains capitaux. Sur mon projet, j'ai une perte de 10 000 en capitaux. Donc, elle vient économiser qu'est-ce qu'elle paierait ailleurs dans l'entreprise. Nous, on regarde le cash flow incrémental ou additionnel qui est juste attribué au projet. On fait pas de la fiscalité. On regarde comment que les taxes ils vont bouger juste à cause du projet. Donc, si on fait une perte, on va réduire notre fardeau fiscal, on va réduire les taxes à payer et donc on attribue directement ce cash flow positif à l'entreprise. Donc, si on vend un camion à gain, on va augmenter la charge imposable d'impôt. Et si on fait une perte en capital, la valeur totale des gains capitaux de l'entreprise, elle est réduite. On économise des impôts dans l'année. Alors, souvent, vous allez voir dans mes anciens examens, tout gain ou perte en capital, les impôts sont crédités à la fin de l'année où elle a été encourue. Ça veut juste dire que s'il y a un crédit ou une déduction d'impôt, on va le reconnaître dans l'année. Normalement, quand tu as une perte en capital déductible, tu la fous l'année prochaine. Mais moi, ma perte en capital déductible, je l'attache directement à mes gains capitaux imposables de l'année en cours. Donc, pour mon projet, mes taxes, ils baissent. Pour l'entreprise, sans le projet, j'aurais ça de taxes à payer. Avec le projet, j'ai ça de taxes à payer. Donc, ça, c'est une baisse de taxes qui est attribuée au projet. 1. Donc, si jamais vous voyez ça dans un examen, nous assumons que tout gain ou perte en capital est taxé ou crédité pendant l'année où il est identifié au taux sur les gains capitaux. Ça veut dire que s'il y a une perte en capital, on ne fait pas de report de perte. Ce n'est pas de la fiscalité qu'on
fait. On va assumer qu'ailleurs dans l'entreprise, il y avait des taxes, des gains capitaux à payer, des taxes sur les gains capitaux à payer, puis notre projet vient réduire les taxes sur les gains capitaux. Mais la différence, la réduction de taxes, on l'attribue à notre projet. Alors, c'est comme un cash flow positif pour le projet. Maintenant, je pense que le taux corporatif au Canada est aux alentours de 28 %. Et pendant longtemps, les gains capitaux, 50 % des gains capitaux étaient taxés, étaient taxables. Mais alors, si j'ai un gain capital, 50 % d'un gain capital qui est taxé à du 28 %, c'est équivalent à dire qu'un gain capital est taxé à du 14 %. 50 % de 28 %. Donc, nous, explicitement, on va regarder historiquement dans l'entreprise, elle avait combien de gains capital l'année passée? Elle a payé combien en taxes? Et on va utiliser le même taux. Donc, on ne va pas faire des démarcations. On va tout simplement trouver c'est quoi le gain capital. On va le multiplier par le taux d'imposition des gains capitaux historiques de l'entreprise. Et c'est aussi simple que ça. Encore une fois, on ne fait pas de la fiscalité dans ce cours. Donc, je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. J'ai deux actifs, l'actif A et l'actif B. Où l'actif A, c'est tous les actifs de l'entreprise. Alors, la valeur au livre des actifs de l'entreprise sans le projet. Alors, j'ai 10 000, c'est la valeur au livre des actifs, la valeur comptable, et la valeur marchande, elle est de 15 000. Donc, si je liquide les actifs de l'entreprise, toute la partie A, qui est pas le projet. Alors, j'ai 5 000 $ de gain capital. J'ai 10 000 de valeur comptable vendue pour 15 000. J'ai fait un gain de 5 000 $. Nous, normalement, on dirait, si le taux corporatif est de 40 %, je dirais que la moitié du 5 000, 2 500, est taxé à du 40 % ou bedon 1 000 $ de taxes. Nous, ce qu'on va faire à la place, historiquement, la compagnie payait 20 % en taxes sur ses gains capitaux. On va prendre le 5 000 fois le 20 % pour avoir 1 000 $ de taxes. Aussi simple que ça. Maintenant, juste l'actif A, l'entreprise a là des gains capitaux et donc elle paye des taxes. Maintenant, j'ai le projet B. Le projet B, il vient s'ajouter à l'entreprise. Le projet B, la valeur au livre des actifs est de 10 000 $ et le prix de vente est de 5 000 $. Donc, j'ai fait une perte de 5 000 $. Ici, c'est équivalent à une déduction d'impôt pendant l'année de 1 000 $. Pourquoi? Si je prends les deux, l'entreprise sans le projet, avec le projet. Alors, sans le projet, l'entreprise paye 1 000 $ en taxes. Mais avec le projet, la compagnie, elle a zéro de gain capital, donc elle a zéro de taxes à payer. Sans le projet, elle paye 1 000 $ en taxes. Avec le projet, elle paye zéro en taxes. Donc, nous, on va attribuer la réduction de taxes de 1 000 $, on va l'attribuer directement au projet. Et on va appeler ça, on va appeler ça un gain, les taxes sur les gains capitaux qui peuvent être négatifs. Alors, les gains et les pertes, ils s'annulent. Si j'ai juste l'actif A, je paye 1 000 $. Si j'ai l'actif A plus B et j'ai liquide, je paye zéro en taxes. Mais l'actif B à lui tout seul, alors je paye 1 000 $ en taxes pour l'actif A et je reçois un chèque de 1 000 $ du gouvernement pour l'actif B. Au net, je paye zéro en taxes. Nous, on reconnaît tout gain ou perte en capital. Les taxes dessus, on va les reconnaître à la fin de l'année parce qu'on regarde juste le cash flow additionnel suite à l'adoption du projet. Donc, si on regarde, si j'ai juste le projet A, si j'ai juste les actifs avant l'adoption du projet, B, c'est le projet. Alors, avant l'adoption du projet, je vends pour 15 000 $ des actifs qui valent 10 000 $. Donc, j'ai 5 000 $ de gain capital. Je paye 20 % sur mes gains capitaux en taxes et donc je paye 1 000 $. Après l'adoption du projet, je vends un actif pour 15 000, je vends un actif pour 5 000. Donc, mon prix de vente est de 20 000 $. Je vends l'actif A, la valeur au livre est de 10 000. L'actif B, la valeur au livre, elle est de 10 000. Donc, la valeur des deux actifs, c'est 20 000. Mon gain capital net, c'est zéro. Donc, je vais payer zéro en taxes. Donc, avant l'adoption du projet, je paye 1 000 $ en taxes. Après l'adoption du projet, je paye zéro en taxes. Donc, au net, mon cash flow incrémental suite à l'adoption du projet, j'économise 1 000 $ en taxes. Et je vais le reconnaître, cette réduction de taxes, dans l'année où est-ce qu'on a eu la disposition. Donc, au net,
Juste pour le projet B, j'ai vendu mon actif pour 5 000 $. La valeur au livre était de 10 000 $. Donc, j'ai une perte de capital de 5 000 $. Et donc, j'ai une réduction de taxes de 1 000 $. Ce 1 000 $, c'est un cash flow qui est attribué au projet. Le 5 000 $, on le reçoit cash. Et le 1 000 $, on le reçoit cash aussi. Donc, on va reconnaître ça quand on va faire la fin de notre projet. Alors, nous, pour nos projets, on va avoir un investissement initial au temps zéro. On va avoir des cash flows opérationnels pendant une année et à la fin du projet, on va liquider les actifs. Donc, on va liquider les actifs pour sa valeur marchande et on va regarder l'implication des taxes. Si on fait une perte en capital sur la disposition, on va avoir une réduction de taxes, on va le reconnaître dans l'année N. Et si on a un gain capital sur notre disposition, alors ici, si le gain capital est positif, on va payer des taxes sur notre disposition. Donc, il y a un traitement, on va regarder la valeur de liquidation ou la valeur terminale à la fin du projet. Donc, investissement initial, N cash flow opérationnel et à la toute fin, une valeur terminale, la disposition des actifs. Donc, le cash flow incrémental, suite à l'adoption du projet, ben, on a une baisse de taxes de 1 000 $. Sans le projet, je paye 1 000 $ en taxes. Avec le projet, je paye 0 en taxes. Donc, dû au projet, j'ai une réduction de taxes de 1 000 $. Une réduction de taxes, c'est un cash flow positif, ça me rentre dans mes poches. Donc, on va reconnaître ce 1 000 $ à la fin de l'année, à la fin de l'année de la disposition. Et non un report parce qu'on ne fait pas de la fiscalité. Assumer que toute taxe ou déduction d'impôt est payée ou créditée immédiatement à la fin de l'année qui a eu lieu. Donc, l'exemple que je vais vous donner, j'ai un camion qui est acheté pour 50 000 $. Après 3 ans, la valeur au livre est de 24 000 et le camion est alors liquidé pour 15 000 $. Les gains capitaux sont imposés à 15 %. Donc, je vends pour 15 000 $ quelque chose qui vaut 24 000 $. Quel est l'amortissement cumulé ou accumulé sur le camion? Quel est le gain capital sur la disposition? Et quelles seraient les taxes à payer sur la disposition? Donc, au temps T est égal à 0, la valeur au livre de l'équipement est de 50 000 $. Au temps T est égal à 3, je vous dis que la valeur au livre ou la valeur comptable, elle est de 24 000 $. Donc, j'ai amorti 26 000 $ sur les 3 années. Je n'ai pas dit comment que je l'ai amorti. J'ai juste dit que les 3 années, j'ai un amortissement cumulé de 26 000 $. Maintenant, si je vends l'équipement au temps T est égal à 3, j'ai un équipement qui vaut 24 000 au livre, mais le prix de vente ou la juste valeur, elle est de 15 000. Alors, je le vends sur le marché pour 15 000. Je reçois 15 000 cash. Par contre, j'ai une perte en capital ou un gain capital négatif de moins 9 000, une perte en capital de 9 000 $. Nous, on dit que l'implication fiscale, on va réduire notre charge d'impôt pour l'année. Il n'y a pas une question de report de taxes, ça c'est de la fiscalité. On va assumer qu'on a des gains capitaux ailleurs dans l'entreprise pour plus que 9 000 $ et donc sur la charge totale d'impôt qui va être payée dans l'année, on va avoir une réduction de taxes. Quelle est cette réduction de taxes? C'est 9 000 $ qui est réduit qui est multiplié par du 15 %. Donc, on a 15 000 $ sur la vente. On reconnaît une perte en capital de 9 000 $ qui va venir réduire nos taxes de 1 350 à la fin de l'année de la disposition. Donc, à l'année 3, on va recevoir 15 000 $ plus 1 350 $ en réduction de taxes. On va reconnaître ça comme des cash flows incrémentales et ces cash flows-là, on appelle ça les valeurs de liquidation ou la valeur terminale. On va assumer que le 1350 est payé au temps T est égal à 3 au même moment qu'on reçoit le 15 000 $ sur la disposition. Donc, faisons un exemple. J'ai un nouveau camion qui est acheté pour 100 000 $. La valeur de liquidation, à la toute fin, la valeur résiduelle est de 20 000. Donc, je vais amortir 80 000 $ sur la durée du camion. Sauf que je ne peux pas faire ça avec les normes canadiennes. Alors, toutes les méthodes d'amortissement
j'ai une valeur initiale et une valeur résiduelle. Et j'ai un montant que je peux venir amortir, à part les normes canadiennes que je vais expliquer dans un instant. L'amortissement linéaire, j'ai 100 000 au début, j'ai 20 000 à la fin, alors je vais amortir 80 000 sur 5 ans et je vais le faire de façon constante ou linéaire. Donc, ma charge d'amortissement, c'est 80 000 sur 5 ans ou ben donc 16 000 de charge d'amortissement par année. Les gains capitaux sont taxés à du 20 pour cent. Maintenant, si après 3 ans, je vends mon camion et le prix de vente est de 40 000 ou ben non, le prix de revente est de 60 000 quelle est la charge d'impôt que je vais devoir payer? Alors, au tenté est égal à 3, je reçois 40 000 sur la vente, mais il y a une implication fiscale aussi. Ou ben donc, je reçois 60 000 sur la vente. Il y a une implication fiscale. Alors, je reçois 40 000 cash, mais peut-être que j'ai une réduction d'impôt qui s'ajoute aux 40 000. Si je reçois 60 000, mais j'ai peut-être des taxes à payer sur le 60 000. Donc, on a le prix de vente plus une implication fiscale qu'on doit regarder à la fin du projet. Donc, au tenté est égal à 3, on a besoin de savoir quelle est la valeur au livre du camion. Donc, j'ai un camion qui vaut 100 000. Il vaudrait, si je le garde pendant 5 ans, je vais amortir 80 000 sur 5 ans. Il va valoir 20 000 après 5 ans. Mais je le vends au tenté est égal à 3. Quelle est la valeur du camion au livre et quel est le gain ou la perte en capital si je la vends? Et quelles sont les taxes sur ce gain ou cette perte en capital? Donc, la valeur au livre du camion, elle est de 100 000. La valeur au livre du camion au temps 5, elle est de 20 000. Donc, je vais amortir 80 000 sur les 5 ans de façon linéaire ou constamment. Donc, ma charge d'amortissement pour chacune des 5 prochaines années, ben, ça va être le 80 000 divisé par 5, où je vais amortir 16 000 à chaque année. Donc, si je garde mon camion sur 5 ans, au temps 0, il vaut 100 000. Au temps 1, il vaut 100 moins 16 000, il vaut 84 000. Au temps t est égal à 2, il vaut 84 000 moins 16 000, il vaut 68 000. Au temps t est égal à 3, 68 000 moins 16 000, il vaut 52 000. Ou ben donc, 100 000 moins 3 charges d'amortissement de 16 000, 48 000, il vaut 52 000 mon camion. Donc, la valeur au temps t est égale à 3. Au temps 0, mon camion, il vaut 100 000. Au temps 1, 2 et 3, je vais amortir, je vais imputer une charge d'amortissement de 16 000 Et donc, l'amortissement cumulé va être de 48 000. Et donc, la valeur comptable, la book value au temps 3, va être de 52 000. Donc, si je vends mon camion pour 40 000, je vais faire une perte en capital. Moi, je vais appeler ça une perte en capital ou un gain capital négatif. Et si je la vends pour 60 000, je vais faire un gain capital, alors un gain capital positif. Si je fais une perte en capital, je vais réduire ma charge d'impôt. Si je fais un gain en capital, il faut que je paye des impôts supplémentaires. Donc, si je vends mon camion pour 40 000 la market value, la juste valeur marchande, le prix de vente est de 40 000, ça veut dire que je vais faire une perte en capital ou un gain capital négatif de 12 000 Mais ce 12 000 viendra réduire mes taxes à payer sur les gains capitaux ailleurs dans l'entreprise. Donc, je vais réduire mes taxes nous, on va dire explicitement que les gains capitaux sont taxés à du 20 donc, je vais venir réduire mes taxes ailleurs dans l'entreprise de 2 400 $. On va assumer que la perte en capital, les taxes sur les pertes en capitaux sont immédiatement reconnues. Donc, on va réduire nos taxes de 2 400. Ailleurs dans l'entreprise, j'ai beaucoup de gains capital, mais vu que j'ai vendu le camion, juste pour le projet, juste pour le camion à lui tout seul, je vais réduire mes taxes de 2 400. Donc, au net, je reçois 40 000 plus 2 400 de cash flow sur la vente du camion. 40 000 sur la revente et 2 400 que je réduis mon fardeau fiscal. Si, à la place, je vends mon camion pour 60 000, la book value, elle est de 52 000. Donc, j'ai fait un gain capital de 80 000. J'ai fait un gain sur la disposition de 80 000. Nous, on va appeler ça un gain capital. On va tout simplement appeler ça gain capital. C'est plus facile de l'appeler comme ça. Et si on a fait 8 000 de gains, je dois payer 20 Nous, explicitement, on dit que les gains capitaux sont taxés à du 20
Donc, 20 de 8 000 je vais devoir payer sur la disposition 1 600 Donc, je reçois 60 000, mais je paye 1 600. Donc, au net, j'ai 58 400 sur la disposition. Donc, la charge d'amortissement annuelle, elle est de 16 000. À chaque année, la valeur comptable ou la book value, la valeur au livre du camion va chuter de 16 000. 100 000 à 84 000, à 68 000, à 52 000. Si je garde le camion, elle va valoir 36 000 à la fin de la 4e année et 20 000 à la fin de la 5e année. Après 5 ans, si je garde le camion et je l'ai pas vendu, je peux tout à fait garder le camion pour une 6e année. La 6e année, le camion il est pleinement amorti. Alors, on a atteint la valeur résiduelle, on ne peut plus l'amortir davantage. Ou nous, on va pas l'amortir davantage. Donc, il y a une expression qui dit une auto perd 50 de sa valeur en quittant le concessionnaire. Nous, on ne va jamais regarder ça. On ne va jamais penser de cette façon-là. D'autant plus, si une auto perd 50 de sa valeur en quittant le concessionnaire, pourquoi est-ce que tu achèterais une nouvelle voiture? Attends qu'il y ait quelqu'un qui sort du concessionnaire, qui vend sa voiture à moitié prix, puis achète-le à ce moment-là. S'il y avait un marché qui existait de ce style-là, tout le monde en abuserait. Alors, ce marché-là, il n'existe pas. Alors, nous, on ne va jamais penser qu'un auto perd 50 de sa valeur en quittant le concessionnaire. Donc, l'investissement initial, c'est la valeur comptable au temps zéro, 100 000. La première année, on va imputer une charge d'amortissement de 16 000 et la valeur comptable nette de l'équipement va être de 84 000 du camion. 16 000 la deuxième année d'amortissement. À la fin de la deuxième année, le camion, il vaut 68 000 au livre. 16 000 la troisième année. À la fin de la troisième année, il vaut 52 000. 36 000, 20 000. Maintenant, si on garde le camion une 6e, 7e ou 8e année, les charges d'amortissement pour la 6e, 7e et 8e année seraient nulles. Pourquoi? Le camion, il est maintenant pleinement amorti. Alors, on pourrait, même si le camion, il y a un accident puis il est totalement détruit, la valeur de la ferraille pourrait être vendue pour 20 000 $. Donc, au pire, on peut vendre le camion pour sa valeur au scrap. Donc, le coût de l'investissement initial pour nos projets. Alors, nous, pour le camion, on avait le prix d'achat du camion, plus les frais de livraison, plus les frais d'installation, s'il y en a, pas pour un camion, mais disons pour un équipement, pour faire fonctionner tout ce qui coûte, que ça coûte pour faire fonctionner, tout ce que ça coûte pour faire fonctionner notre immobilisation. Maintenant, si on a besoin d'un fonds de roulement supplémentaire, des stocks supplémentaires, des comptes clients supplémentaires et des comptes à fournisseurs supplémentaires pour faire rouler le nouvel équipement. Alors, si j'ai un nouvel équipement puis je produis, je ne sais pas, un machin truc, mais j'ai besoin des matières premières pour le faire rouler. Alors, si mon projet il dure 5 ans, j'ai besoin d'un investissement en matières premières au temps T est égal à 0. Mais à la fin pendant les N prochaines années, je vais avoir des ventes. Et dans mon état des résultats, je vais avoir des coûts de marchandises vendus. Mais les matières premières ont été achetées en début d'année. Donc, le premier cash flow, il a eu lieu au temps T est égal à 0. Les stocks ont été achetés au temps T est égal à 0, les matières premières. Par contre, à la fin des N prochaines années, je vais voir les matières premières qui vont être décalées. Donc, une autre façon de voir ça, c'est que la dernière année, alors à chaque année, je produis des machins trucs. En début d'année, j'achète la matière première et en fin d'année, je vends le machin truc. À la fin de la première année, je rachète la matière première et la deuxième année, je vends mes machins trucs et ainsi de suite. Mais par contre, la dernière année du projet, à la fin de l'année du projet, je vais vendre mes machins trucs, mais je ne les rachète pas. Mais j'ai une charge de matière première des coûts des marchandises vendues qui va être dans mon état des résultats. Donc, il faut que je le sors. Il faut que. Alors, dans mon état des résultats, mes cash flows, je vais avoir les coûts des marchandises vendues pour les N années, mais sont décalés parce qu'ils sont achetés en début d'année. Donc, la dernière année, je récupère mon fonds de roulement. Donc, la dernière année, j'achète en début d'année mes matières premières, j'ai des comptes fournisseurs et j'ai des comptes clients. Et à la fin de l'année, j'ai vendu mes stocks, alors j'ai récupéré tout mon fonds de roulement. Donc, la dernière année, on doit faire un ajustement. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le fonds de roulement ici, il est pleinement récupérable.
Alors, j'ai besoin d'un inventaire de matières premières au temps zéro et je vais le récupérer au temps N, tout simplement parce que mes cash flows, mes coûts des marchandises vendues sont décalés d'une année. Donc, la dernière année, dans mon cash flow opérationnel, je vais avoir une ligne de coût variable, mais je dois le récupérer à la toute fin parce que ce n'est pas un coût qui est en fin d'année, c'était un coût qui est en début d'année. La première année, je le reconnais dans l'investissement et la dernière année, je vais le reconnaître dans la valeur terminale. En d'autres mots, pensez que vous avez un deuxième équipement que vous avez besoin au début, vous l'achetez pour 1000 pièces et vous la revendez pour 1000 pièces à la toute fin. Alors, vous ne pouvez pas faire opérer le projet sinon. L'affaire, c'est que c'est la même valeur au début, c'est la même valeur à la fin. Par contre, 1000 pièces aujourd'hui vaut plus que 1000 pièces dans N années à cause de la valeur temporelle de l'argent. Donc, si par contre, on vend un ancien équipement, dans notre investissement, on va soustraire, on achète un camion pour 100 000 et le camion remplace une auto qui a été pleinement amortie. Alors, le prix de revente de l'ancienne auto, je la soustrais à l'investissement initial et si j'ai des taxes à payer sur l'ancienne auto, je dois tenir compte de l'implication fiscale. Alors, le fonds de roulement net, l'augmentation du fonds de roulement net, c'est que j'ai besoin des clients supplémentaires, des comptes clients, j'ai besoin des stocks supplémentaires et j'ai des comptes fournisseurs à payer et plus ou moins des autres charges ou produits que je pourrais avoir. Alors, tout ce qu'il me faut pour partir le projet qui est récupérable à la fin, on va appeler ça le fonds de roulement net supplémentaire qui est attribué juste au projet. Alors, si je donne comme exemple, le camion qui est acheté pour 100 000 il remplace une vieille auto qui est pleinement amortie, qui a été vendue pour 10 000 la valeur au livre de l'auto est de 8 000. Donc, j'ai 100 000 qui est payé au temps zéro. J'ai 100 000 qui est payé au temps zéro. Je reçois 10 000 sur la vente, mais la valeur au livre est de 8 000. Donc, j'ai un gain capital de 2 000 j'ai des taxes à payer sur ce 2 000 là. Aussi, pour faire fonctionner, j'ai besoin peut-être des matières premières. Je ne sais pas, j'ai du gaz diesel que je dois avoir dans l'entrepôt au début de l'année. Alors, j'ai 20 000 de gaz dans l'entrepôt, justement pour faire fonctionner le camion. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que dans mes coûts des marchandises vendues, je vais avoir 20 000 pour chacune des 5 prochaines années. Mais le premier 20 000, je l'ai payé à T est égal à 0. Je vais reconnaître dans mes cash flows, dans mon bénéfice net, autant 1, 2, 3, 4, 5, je vais regarder 20 000 de coûts de marchandises vendues. Mais par contre, la cinquième année, c'est pas autant T est égal à 5 que j'ai payé le 20 000. C'était autant T est égal à 4 parce qu'ils sont tous décalés d'une année. Donc, je vais sortir le 20 000. Donc, j'ai 20 000 d'investissement initial au temps zéro et j'ai 20 000 de valeur terminale qui me revient au temps T est égal à N à la fin du projet. Donc, si les gains capitaux sont taxés à du 10 quel est l'investissement initial? Donc, j'ai besoin de 100 000 pour acheter le nouveau camion, le faire livrer. J'ai une ancienne auto, le camion va remplacer une auto de livraison qui vaut 8 000 au livre, je la vends pour 10 000 Donc, j'ai 10 000 qui me viennent dans mes poches. Donc, 100 000 moins 10 000 en investissement. Donc, je vais recevoir 10 000 sur la vente. La valeur comptable, elle est de 8 000 sur l'auto. Donc, j'ai un gain capital de 2 000 et nous, on va y dire explicitement les gains capitaux sont taxés à du 10 Donc, si j'ai 2 000 de gain capital, j'ai 200 de taxes à payer au gouvernement. Donc, j'ai besoin d'un inventaire supplémentaire de 20 000 et ce 20 000 il est pleinement récupérable à la fin du projet. Donc, au temps T est égal à 0, je paye 20 000, mais au temps T est égal à N, je vais récupérer mon 20 000. Mais je dois tenir compte de la valeur temporelle de l'argent. Donc, j'ai un inventaire de 20 000 Ce 20 000, il n'est pas amorti. Alors, l'investissement initial, au temps zéro, je vais payer 100 000 pour le nouveau camion. Je vais payer 20 000 pour le fonds de roulement net, le net working capital, l'inventaire supplémentaire. Le fonds de roulement net, vous pouvez penser justement l'augmentation des stocks nécessaires. Je vais recevoir 10 000 donc j'ai 10 000 de moins à payer. Alors, j'ai 10 000 qui me rentrent dans mes poches, mais je vais avoir 200 à payer sur mes gains capitaux. Donc, au net, au temps T est égal à 0, j'ai un investissement de 110 200 qui est à payer. Au temps T est égal à 0.
Pendant les N prochaines années, je vais avoir des ventes, des coûts variables, des coûts fixes. Je vais avoir des charges d'amortissement. La charge d'intérêt, on va garder ça à zéro. Je vais avoir des taxes à payer et je vais rajouter la charge d'amortissement pour avoir mes cash flows pendant les N prochaines années. Au temps T est égal à N, à la fin du projet, je vais liquider mon camion à un prix de revente au marché à ce moment-là. Je vais regarder la valeur comptable du camion et je vais regarder si j'ai des taxes à payer ou une déduction d'impôt sur le gain ou la perte en capital. Et le 20 000 il va être pleinement récupéré au temps T est égal à N. Pourquoi? Parce que les cash flows sont décalés. Je paye en début d'année, mais je reconnais des cash flows, des coûts variables en fin d'année pour chacun de mes projets. Donc, la dernière année, elle est pleinement récupérable. Et une autre chose, c'est que la rentabilité d'un projet, on tient compte des cash flows plutôt que le bénéfice net ou le résultat net de l'entreprise. Pourquoi? Le résultat net peut être manipulé avec un peu d'ingénierie financière. Pensez qu'est-ce que Enron faisait. Alors, si tu veux, il y avait une compagnie qui s'appelait Xerox. Alors, toutes les photocopieuses, c'était la compagnie Xerox qui les faisait. C'était une grosse compagnie dans le 20e siècle. Je suis un peu vieux. Mais c'est ça. Alors, Xerox, si tu regardais ses profits de 1990 à 2000, les profits augmentaient tranquillement d'une année à l'autre. Et pourquoi que les profits augmentaient tranquillement? Parce qu'une compagnie qui est belle, bien belle et stable, c'est une compagnie qui fait augmenter le prix de l'action. Mais Xerox manipulait ses états financiers avec la charge d'amortissement. Donc, il imputait plus de charges d'amortissement quand il voulait baisser le bénéfice net pour garder ça stable et il imputait moins de charges d'amortissement pour faire augmenter le bénéfice net. Si tu regardais les profits de Xerox, c'était une belle boucle parabolique. Mais si tu regardais les flux monétaires de Xerox, c'était vraiment schizophrène d'une année à l'autre. Alors, on ne peut pas manipuler le cash flow parce qu'on sait exactement il y a combien de cash dans le compte de banque. Donc, ça, on ne peut pas le manipuler, mais on peut manipuler le bénéfice net selon les normes comptables qui sont utilisées. Donc, la charge d'amortissement, ça vient juste affecter les taxes. Alors, c'est ce qu'on appelle Depreciation Tax Shield en anglais, le bouclier d'amortissement. C'est tout simplement le bouclier fiscal, la déduction par amortissement. Une autre chose, c'est qu'une compagnie peut être profitable, mais on ne va jamais sortir du cash. Pensez à le métro de Montréal. En théorie, le métro de Montréal fait des profits d'une année à l'autre, mais je ne pense pas que la ville de Montréal a sorti du cash du métro. Le stade olympique ou l'aéroport d'Orval, Trudeau. Je veux dire, je pense que c'est des entreprises qui font des profits à chaque année, mais je ne pense pas que la ville, qu'un gouvernement qui est en train de retirer de l'argent de là-dedans. Ça ne génère pas des cash flows. Donc, quand on regarde le cash flow, on peut regarder la vraie rentabilité d'une entreprise. C'est pour ça qu'on préfère le cash au bénéfice net. On ne peut pas manipuler le cash. Alors, l'amortissement, c'est une charge non monétaire, une charge non-cash. À t est égal à zéro, on investit un certain montant. Ce montant, ce n'est pas une dépense. Donc, on va amortir l'immobilisation qui a été achetée. Généralement, pour nous, ça va être un camion ou une machine. Et autant t est égal à zéro, nous, on va pas avoir juste des cash flows positifs qui rentrent, des cash flows opérationnels. Donc, avec une exception au cours 5, on ne va pas avoir des déboursés supplémentaires par la suite. On va assumer qu'autant t est égal à zéro, la machine ou le camion est livré, installé, fonctionne à partir du temps t est égal à zéro. Et à partir de ce moment-là, on va imputer des charges d'amortissement à chaque année, une charge en anglais depreciation, pour réduire notre fardeau fiscal, on réduit nos taxes, mais ça ne réduit pas notre cash flow. Alors, si on impute plus de charges d'amortissement, notre bénéfice net va baisser, mais notre cash flow va augmenter. Pourquoi? On fait juste réduire nos taxes. Mais au niveau comptable, on fait baisser notre bénéfice net. D'autres charges non-cash. On pourrait avoir une perte de valeur, ce qu'on appelle un affaiblissement ou un impairment en anglais. Une bonne valeur, tu sais, on reconnaît que la juste valeur d'un équipement, un équipement est désuet, puis on reconnaît que la juste valeur, l'équipement a perdu une valeur à la valeur, l'équipement a perdu de la valeur. Donc, on avait un équipement qui valait 20 000, en réalité, elle vaut juste 10 000. On impute une charge
de dépréciation de 10 000 en français, moi, j'appelais ça un affaiblissement. En anglais, une charge impairment. Un bon exemple de ça, c'est Wendy's. En 2003, Wendy's a acheté la compagnie Tim Hortons. Alors, ils ont payé 2 milliards de dollars pour l'entreprise, mais la valeur des actifs, la valeur nette des actifs était de 1 milliard. Donc, il y avait un goodwill de 1 milliard sur l'acquisition. Et en 2008, ils ont réalisé que ça ne fonctionne pas Tim Hortons aux États-Unis. Alors, tous les Wendy's aux États-Unis avaient un Tim Hortons à côté. Ils ont essayé ça ne fonctionnait pas. Et donc, ils ont tout simplement réalisé qu'ils ont trop payé pour l'acquisition de Tim Hortons. Et ils ont réalisé qu'ils ont payé 500 millions de trop. Donc, ils ont tout simplement imputé dans leurs états financiers une charge de 500 millions. Mais ce 500 millions, c'est venu réduire les taxes, mais ça n'a pas réduit ça augmente, en conséquence, ça a augmenté le cash flow. Par contre, c'est une charge comptable et donc le bénéfice net, elle a baissé de 500 millions moins les taxes économisées. Donc, le bénéfice net a baissé, mais le cash flow a augmenté. En passant, Wendy, je pense, rendu l'année 2010, Tim Hortons, ils ont fait un leverage buyout. Alors, les anciens propriétaires, ils ont racheté Tim Hortons, à rabais, bien sûr. Puis, je pense qu'en 2015, ils ont revendu Tim Hortons, cette fois-ci à Burger King. Alors, c'est Burger King qui est propriétaire maintenant. Alors, celui qui a fait ça, il est un peu zélé. OK, alors ça réduit notre charge d'impôt, mais il n'y a aucun cash flow qui est payé. Donc, si nos taxes y baissent, puis tous nos cash flows autres, ils ne bougent pas, bien, ça veut dire que notre cash flow va augmenter. Donc, quand on regarde les cash flows additionnels, la charge d'amortissement, on peut regarder la valeur comptable au début de l'année, moins la valeur comptable à la fin de l'année. Et la différence entre les deux, c'est les charges non-cash, ce qu'on va appeler la charge d'amortissement. C'est la différence de la valeur au livre au début et à la fin de l'année. Par contre, c'est une charge non-cash. Qu'est-ce qui vient être affecté? C'est les impôts. Si la compagnie elle est taxée à du 30 et j'impute une charge d'amortissement de 1000 $, je vais réduire les impôts de 300 $ parce que c'est une charge déductible et je viens tout simplement réduire mes impôts. Donc, l'exemple que je vous donne. Donc, supposons avec Excel, alors on a nos ventes moins nos coûts variables moins nos coûts fixes qui nous donnent l'EBITDA. Notre charge d'amortissement qui nous donne EBIT. Par la suite, on impute une charge d'intérêt qui va tout le temps être zéro avec l'exception du cours 6. On va voir ça dans 2 cours. Bénéfice imposable. Et supposons qu'on a une compagnie qui paye, on va dire, 30 de ses bénéfices en impôts. Ça nous donne le bénéfice net. On rajoute la charge d'amortissement et ça nous donne notre cash flow. Oups. On rajoute notre charge d'amortissement et ça nous donne notre cash flow. Supposons qu'on impute une charge non-cash de 1000 $. Voici qu'est-ce qui arrive. C'est que notre EBIT va baisser de 1000 $. Notre charge d'intérêt va être de zéro. Notre earnings before tax, alors notre bénéfice imposable va baisser de 1000 $. Si je paye 30 en taxes, ça veut dire que mes taxes vont baisser de 300 $. Donc, au net, mon bénéfice imposable, mon bénéfice net va baisser de 700 $. Si je rajoute le 1000 $ par la suite en amortissement, mon cash flow augmente de 300 $. Et c'est pour ça qu'on peut manipuler notre bénéfice net, mais on ne peut pas manipuler notre cash flow. Je peux modifier ma charge d'amortissement. Ça va juste réduire mes taxes, mais tous les autres cash flows demeurent inchangés. Donc, mon bénéfice net, si j'ai plus de charges, je vais avoir moins de bénéfice net. Mais si c'est des charges non-cash, mes taxes vont baisser. C'est la seule charge cash et elle baisse et donc mon cash flow il augmente. Donc, c'est pour ça qu'on préfère cash flow à bénéfice net pour faire nos calculs. Donc, le taux corporatif fois la charge d'amortissement, c'est nos économies d'impôt. J'ai imputé une charge de 1000 $, je paye 30 en taxes et donc j'économise 300 $ en impôts. Mon cash flow incrémental, c'est une augmentation de mon cash flow de 300 $. Pourquoi? J'ai 300 $ de moins en taxes à payer.
Donc, suite à l'achat du camion, les ventes annuelles ont augmenté de 400 000. Alors, ça, c'est nos ventes additionnelles. Donc, on achète le camion pour 100 000, on a quelques autres charges, autant T est égal à zéro. Mes ventes ont augmenté de 400 000 Les coûts variables ont augmenté de 200 000. Les dépenses, les coûts fixes ont augmenté de 50 000. Donc, mon EBITDA a augmenté de 150 000 suite à l'adoption du projet. Juste le projet, lui tout seul, j'ai 150 000 de EBITDA. Le taux d'imposition est de 40 %. Quelle est l'augmentation des cash flows nets, les cash flows opérationnels suite à l'achat du camion? Donc, au temps T est égal à 1, 2, 3, 4, 5, je vais avoir des ventes additionnelles de 400 000 $. J'ai des coûts variables additionnels de 200 000 et j'ai des coûts fixes additionnels de 50 000, ce qui fait en sorte que j'ai une augmentation de mon profit d'exploitation, mon EBITDA, de 150 000. Maintenant, on amortit le camion de façon linéairement, donc on impute une charge d'amortissement de 16 000 par année. Et donc, mon EBIT et mon bénéfice imposable augmentent de 134 000. Je vais payer des taxes supplémentaires sur ce 134 000 supplémentaire qui est imposable. Et si la compagnie est taxée à du 40 %, ça veut dire que j'ai des taxes de 53 600 $ supplémentaires suite à l'adoption du projet. Donc, mon bénéfice net augmente de 80 400 $. Si je rajoute la charge d'amortissement, ça me donne un cash flow opérationnel au temps 1, 2, 3, 4 et 5 de 96 400 $. Donc, 110 200 $ d'investissement au temps 0 et 5 cash flows de 96 400 $ au temps 1, 2, 3, 4, 5. Ces cash flows sont opérationnels. À la toute fin, je vais liquider le camion et je vais avoir une valeur résiduelle ou une valeur terminale que je vais devoir compter. Une petite note. Si je regarde, si je n'avais pas la charge d'amortissement, mon EBIT et mon Earnings Before Tax seraient de 150 000 et je paierais 40 % de 150 000. Ou bedon, 60 000 $ en taxes. Mais vu que j'ai une charge d'amortissement, au lieu de payer 60 000 en taxes, je paye 53 600. Le 6 400 de moins en taxes, c'est égal à 40 % de la charge d'amortissement. Alors, vu que j'impute une charge de 16 000, je viens réduire mes taxes de 40 % de 16 000, ou bedon, 6 400 $. Donc, maintenant, on a notre investissement initial et on a 5 cash flows opérationnels au temps 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on pourrait maintenant calculer la vente du projet, mais par contre, à la fin du projet, j'ai un camion qui est probablement pleinement amorti. Il vaut 20 000 $ au livre. Si je le vends pour un prix autre que 20 000, je vais avoir une implication fiscale. Donc, je peux la scraper pour 20 000. Si je la vends pour 20 000, je reçois 20 000 à la toute fin et je n'ai pas de taxes à payer ou à recevoir. Par contre, si je reçois plus ou moins que 20 000, il y a une implication fiscale. Donc, à la fin du projet, l'actif est liquidé. Alors, le gain capital, c'est le prix de vente moins la valeur au livre, la valeur comptable. Dans notre cas, à nous, au temps 5, le camion, il vaut 20 000. Si on la vend pour plus cher que sa valeur au livre, on va payer des taxes sur les gains capitaux. On va prendre le gain capital, on va multiplier par le taux ces gains capitaux. Si le chiffre est négatif, ça veut juste dire qu'on a une perte sur la disposition et on va avoir une récupération d'impôts pendant l'année ou une déduction d'impôts. Une autre chose, c'est que le 20 000 $ qu'on a mis au temps T est égal à zéro, alors le diesel supplémentaire qu'on a acheté au début de chacune des 5 années, on le récupère à la fin de la 5e année. Donc, on doit tenir compte du 20 000 $. C'est comme un dépôt qui nous revient. Donc, le 20 000 $ qu'on a mis au temps 0, on le récupère au temps T est égal à 5. À un examen, si vous voyez un fonds de roulement de 20 000 $ qui est pleinement récupérable, sachez qu'au temps 0, on paye 20 000 $ et au temps N, on récupère 20 000 $. Donc, l'inventaire a été tout vendu. L'inventaire a été acheté en début d'année. Il a été vendu pendant l'année, mais il n'a pas été racheté à la fin de l'année. Donc, le cash flow a eu lieu au début de l'année. Nous, on le reconnaît dans l'état des résultats en fin d'année. Donc, on va faire l'ajustement. Les comptes clients ont été remboursés. Les comptes fournisseurs ont tous été payés. Donc, le 20 000 qu'on a mis de côté de dépôt en début
le 20 000, on le récupère au temps t est égal à 20. T est égal à n. Donc, le fonds de roulement net, c'est comme un dépôt. Il est investi au temps 0, puis il est récupéré au temps t est égal à n. Donc, quel est le cash flow terminal si le camion est vendu au temps t est égal à 5 pour 50 000 et les gains capitaux sont taxés à du 25 Alors, capital gains tax, les gains capitaux sont taxés à du 25 Donc, on sait que le camion, il vaut 20 000 au livre. On l'a vendu pour 50 000. Donc, on a 50 000 cash qu'on reçoit. On a un gain capital de 30 000 on va devoir payer 25 ou bedon 7 500 en gains capitaux. En réalité, c'est peut-être que tu aurais le taux corporatif de 40 puis 2/3 du 30 000. Mais nous, on ne va pas faire ça. Je vais tout simplement dire, prenez le gain, calculez le gain capital multiplié par le taux des gains capitaux. Et le 20 000 on le récupère lui aussi. Donc, on vend le camion qui vaut 20 000, on la vend pour 50 000, on a un gain capital de 30 000. Et nous, on dit que historiquement, la compagnie a payé 25 de ses gains capitaux en taxes. Donc, le gain capital va être 25 du 30 000 de gain capital, donc 7 500. Elle reçoit 50 000, elle paye 7 500 et en plus, elle va récupérer l'inventaire, le fonds de roulement net, le net working capital qu'elle a investi au temps zéro, elle récupère à la toute fin. Le fonds de roulement net, pensez ça comme si c'était un dépôt. Je mets 20 000 au début, je récupère mon 20 000 à la toute fin. Mais il faut que je le tienne compte dans mon calcul parce que j'ai payé 20 000 cash, je récupère 20 000 cash à la toute fin. Donc, ma valeur terminale ou ma terminal value au temps 5, c'est 50 000 sur le prix de revente, c'est 7 500 que je paye en taxes et je récupère 20 000 à la toute fin. Donc, je vais récupérer 62 500 au temps t est égal à 5. Je peux maintenant calculer la valeur actuelle nette de mon projet. Donc, si le coût du capital est de 9 mon investissement initial était de 110 200 j'ai 5 cash flows de 96 400 au temps 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, j'ai une rente de 5 paiements de 96 400. Et au temps t est égal à 5, je reçois 62 500 que je vais escompter à du 9 pendant 5 périodes. Alors, il y avait une question qui m'était venue pendant le cours de ce matin. Ça voulait dire quoi ceci? Ça, c'est tout simplement une rente de 5 paiements de 96 400. Si vous voulez faire 96 400 divisé par 1,09 plus 96 400 divisé par 1,09 au carré plus 96 400 divisé par 1,09 au cube plus 1,09 à la 4, 1,09 à la 5 et écrire la formule à la longue, il n'y a pas de problème, faites-le. Moi, j'ai été directement à la réponse. Donc, la valeur du projet, elle est de 305 383. Donc, 110 000 au temps 0, 96 400 au temps 1, 2, 3, 4 et 5 et 62 500 au temps t est égal à 5. Donc, avec la calculatrice financière, avec le bouton Cash Flow, vous pouvez faire le calcul. Donc, qu'est-ce qui arrive? Au temps t est égal à 0, vous avez un cash flow de 110 200 négatif. Par la suite, au temps 1, 2, 3 et 4, on a 96 400 Donc, cash flow 1, 2, 3 et 4, dans votre calculatrice, vous insérez 96 400. Et au temps 5, vous avez un cash flow opérationnel plus la valeur de récupération. Donc, 96 400 plus 62 500 de valeur terminale. Au temps 5, on a 158 900 qui nous revient. Par la suite, vous faites Compute NPV. Votre taux d'intérêt est égal à 9 et ça va vous donner 305 383. Si vous n'êtes pas familier avec comment utiliser le bouton Cash Flow de votre calculatrice, sachez qu'il y a un fichier qui est sur Moodle que j'ai mis là pour que vous familiariser comment utiliser la calculatrice. On l'a vu rapidement au cours 1. C'est le fichier, oups, c'est pas ce fichier-là. C'est l'utilisation de la calculatrice Van Etri. Je l'ai mis sur Moodle, c'est celui-ci, qui vous indique avec les 3 calculatrices qui sont les plus populaires, les 2 Sharp et la BE2+ de Texas Instruments. Alors, étape par étape, qu'est-ce qu'on doit rentrer dans la calculatrice pour faire le calcul?
Donc, je suis un peu familier avec la BA2+. Les deux Sharp, je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Et à un examen, je ne peux pas vous dire comment utiliser votre calculatrice. C'est à vous d'apprendre comment vous en servir. Donc, ce fichier-là, si vous n'êtes pas familier avec votre calculatrice, vous indique étape par étape comment faire un calcul. C'est un exemple qui est un exemple très simple. Alors, pour le projet X, on fait les solutions et vous avez les solutions pour calculer la vanne et par la suite, vous avez la solution pour calculer le taux de rendement interne. Donc, alors ça, jusqu'à présent, on a vu l'amortissement linéaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder l'amortissement avec les normes canadiennes. Avec les normes canadiennes, donc, maintenant, jusqu'à présent, on a vu la méthode d'amortissement linéaire. Au Canada, on a une méthode dégressive. Alors, qu'est-ce qu'on va imputer? Et c'est que la charge d'amortissement qui est imputée à chaque année, c'est un pourcentage d'une catégorie. Maintenant, pour nous, nos projets, on va assumer que l'investissement qu'on a fait dans le projet, c'est une catégorie unique. Et donc, la charge d'amortissement, c'est un pourcentage de la valeur de l'équipement en début de période. J'ai un problème avec l'amortissement canadien parce que quand on a un projet, quand on investit dans un nouveau projet, on accorde des déductions pour l'amortissement pour encourager l'investissement. Et l'amortissement canadien, on devrait avoir les plus grosses déductions fiscales possibles pour l'amortissement en début de projet. Quand le projet va bien après 4-5 années, là, à ce moment-là, une entreprise n'a pas des besoins de liquidité aussi élevés. Donc, elle peut payer plus en taxes. Donc, ce que j'aime bien des méthodes américaines, c'est que tu payes le même montant total en taxes, mais tu les payes plus tard. Parce que les premières années, tu as besoin de liquidité. Donc, au Canada, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que pour chaque catégorie, on va avoir un pourcentage de la valeur comptable en début de période. On va avoir un pourcentage qu'on est capable de reconnaître en amortissement, avec une exception, la première année. Donc, si on est capable d'amortir 20 de l'équipement pour chacune des années, la toute première année, c'est juste du 10. Maintenant, je vais avoir certains étudiants qui vont me dire, mais écoute, on a la DPA bonifiée ou on a le plein taux. Qu'est-ce que ça a l'air d'être? C'est que historiquement, tu as un demi-taux pour la première année et le plein taux pour les années subséquentes. L'affaire, c'est que de 2018 à 2024, je pense, on avait la DPA bonifiée, donc 150 de la charge d'impôt la première année, qui a plus d'allure, mais ça a l'air que c'est quelque chose qui est temporaire. La réalité, c'est qu'on a la première année, nous, on va voir ça comme si la première année, on a le demi-taux et on a le plein taux pour toutes les autres années subséquentes. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y a un autre problème avec l'amortissement canadien, c'est qu'on va imputer une charge d'amortissement à l'infini. On ne va jamais pleinement déprécier, pleinement amortir l'actif. Alors, l'actif n'a aucune valeur résiduelle. Donc, mon camion qui vaut 100 000 si j'utilise les normes canadiennes avec un taux de 20 ça veut dire qu'à chaque année, je peux imputer une charge d'amortissement de 20 de la valeur au livre au début de la période. Avec l'exception de la première année, ce serait juste 10 la première année. Donc, j'ai un taux dégressif de 20 La première année, je peux me donner une charge d'amortissement de 10 ou 20 divisé par 2 de la valeur du camion pour la première année. Alors, j'ai un camion qui vaut 100 000, j'impute 10 en amortissement, donc ma charge d'amortissement, c'est 10 000. Ma valeur au livre à la fin de la première année, c'est 90 000. Pour chaque année subséquente, je vais avoir 20 de sa valeur comptable en charge d'amortissement. Donc, la deuxième année, 20 de 90 000, j'ai 18 000 de charge d'amortissement. La première année, j'ai 10 000 et la deuxième année, j'ai 18 000. Puis par la suite, ça va décroître d'une année à l'autre. C'est pour ça que je trouve ça un peu weird. Il y a une logique derrière ça, c'est que le gouvernement du Canada dit qu'en moyenne, tes installations vont être achetées en milieu d'année. Alors, tu n'as pas juste un achat, tu vas avoir plusieurs achats et en moyenne, ça va être au 1er juillet. Donc, le 1er juillet, c'est la moitié de l'année. Donc, on va donner la moitié de la charge d'amortissement pour la première année. Mais c'est tellement frustrant parce que si tu achètes ton camion le 1er janvier versus le 30 décembre, tu vas avoir la même charge d'amortissement. Alors, c'est un peu frustrant si tu as des besoins de liquidité.
Donc, quand tu as des charges d'amortissement plus avancées, ça réduit ta charge d'impôt et tu as plus de cash pour investir dans tes projets. Plus tard, quand tes projets sont profitables, là, c'est à ce moment-là que tu devrais payer plus en taxes. Donc, comment que ça fonctionne? Encore une fois, la valeur comptable, c'est la valeur initiale moins toutes les charges d'amortissement cumulées après N années et ça nous donne la valeur comptable après année. Donc, si on la vend après N année, à gain, on va avoir un gain capital des taxes à payer. À perte, on va avoir une perte en capital, on va avoir une réduction de taxes. Alors, comment que ça fonctionne? C'est que j'ai un taux dégressif D qui est un pourcentage. La plupart du temps, pour des camions puis pour des équipements, c'est aux alentours de 20 Ça veut dire, à chaque année, on va avoir une charge d'amortissement de 20 de sa valeur au livre au début de l'année, avec une exception, la première année. Donc, si j'ai un taux dégressif de 20 la première année, j'ai le droit d'imputer une charge de 20 sur 2, 10 de la valeur de l'équipement. Donc, qu'est-ce qui va me rester à la fin de l'année? C'est 90 de la valeur au livre de l'équipement au temps T est égal à 0. Chacune des années subséquentes, je vais avoir une charge d'amortissement de 20 Et donc, à la fin de l'année, la valeur comptable va être 80 de sa valeur en début d'année. Donc, pour un équipement, après 2 ans, si mon équipement coûte 100 000 au temps 0, au temps 1, il va valoir 100 000 fois 90 90 000 après une année. La deuxième année, il va valoir 90 000 fois 80 ou ben donc 72 000 la deuxième année. Et à chaque année, elle va perdre 20 de sa valeur parce qu'on impute une charge de 20 comme charge d'amortissement. Donc, D, on appelle ça le taux dégressif. La première année, on impute le demi-taux. Donc, si c'est 20 ça serait 10 la première année. Et toutes les années subséquentes, on va imputer une charge d'amortissement de D. Donc, la première année, elle va perdre D sur 2 de sa valeur. Elle va retenir 1 moins D sur 2 de sa valeur en book value. Et toutes les années suivantes, elle va perdre D en charge d'amortissement et elle va retenir 1 moins D pour chacune des années subséquentes en valeur. Donc, si je reviens avec mon camion de 100 000 qui est amorti au taux dégressif de 20 par année. La première année, j'impute une charge de 10 et toutes les années subséquentes, ça va être du 20 Si on utilisait la DPA bonifiée, on ne va pas l'utiliser dans notre cours. La DPA bonifiée, ce serait 30 la première année et 20 les années subséquentes, qui serait une très bonne méthode. Moi, je serais pour ça. Mais c'était tout simplement une mesure temporaire de 2018 à 2024. Donc, la book value de mon camion est toujours de 100 000 au temps zéro. Je vais amortir le 100 000 jusqu'à l'infini. Alors, avec l'amortissement canadien, il n'y a aucune valeur résiduelle. J'amortis mon camion jusqu'à l'infini. Si mon camion est toujours là dans 40 ans, il va toujours avoir une charge d'amortissement qui va être de plus en plus basse. La première année, l'actif est amorti de 20 divisé par 2 ou ben donc 10 le demi-taux de la première année. Et donc, la charge d'amortissement de la première année, c'est 10 de 100 000 ou ben donc 10 000 Donc, la book value, c'est le 100 000 au temps zéro, moins la charge d'amortissement de la première année. La book value au temps 1, c'est le 90 000 qui reste. Une autre façon, j'ai un camion qui vaut 100 000 au temps zéro. La première année, elle va perdre 10 de sa valeur et donc, la première année, elle va retenir 90 de sa valeur. Donc, je peux trouver la book value au temps 1, la valeur comptable au temps 1 qui est de 90 000 et la charge d'amortissement, c'est la book value au temps 0 moins la book value au temps 1, la valeur comptable au début de l'année moins la valeur comptable à la fin de l'année. Alors, ça va me donner ma charge d'amortissement de 10 000 Maintenant, pour toutes les années subséquentes, elle va perdre 20 de sa valeur en charge d'amortissement. Donc, la deuxième année, deuxième année, toutes les années subséquentes, l'actif est amorti à du 20 Donc, la charge d'amortissement de la deuxième année, la valeur au livre au début de l'année est de 90 000. 20 va être notre charge d'amortissement, 18 000. Et donc, la valeur comptable à la fin de l'année, ben, ça va être 90 000 en début d'année, moins 18 000 d'amortissement. La valeur comptable va être de 72 000 en fin d'année. Et les années subséquentes, c'est la même façon. Alors, une autre façon de le faire, c'est que je peux calculer la valeur comptable au temps 2.
La valeur comptable au temps zéro, c'est l'investissement initial de 100 000. La première année, elle perd D sur 2 de sa valeur, elle perd 10 de sa valeur, donc elle retient 90 de sa valeur. La deuxième année, elle perd 20 en amortissement, elle retient 80 de sa valeur. Donc 100 000 fois 90 fois 80 me donne mon 72 000. Et donc 90 000 moins 90 000, oups, 90 000 moins 72 000, ça me donne ma charge d'amortissement de 18 000 Donc, 100 000 au temps zéro, elle retient 90 de sa valeur la première année et chaque année subséquente, elle va retenir 80 de sa valeur. La troisième année. La book value, la première année, elle retient 90 de sa valeur. La deuxième année, elle retient 80 de sa valeur. Et la troisième année aussi, elle retient 80 de sa valeur. Donc, la book value au temps 3 va être de 57 600. Si je prends la book value au temps 2, 72 000, et je soustrais la book value au temps 3, ça va me donner ma charge d'amortissement pour la troisième année, qui est de 14 400. Ou ben donc, j'aurais pu tout simplement prendre 20 de 72 000 comme charge d'amortissement. 20 de 72 000, ça va me donner mon 14 400. Et ainsi de suite, la valeur au livre au temps 4, ben, c'est 57 600 fois 0,8 qui me donne 46 080. 57 600 moins 46 080 me donne 11 520 d'amortissement. Ou ben donc, j'aurais pu prendre le 57 600 multiplié par 20 pour ma charge d'amortissement qui est de 11 520. Et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va aussi remarquer? La valeur comptable pour chaque année subséquente, elle vaut 80 de sa valeur précédente. Pourquoi? On va imputer 20 de la valeur en début d'année en charge d'amortissement. Donc, elle va tout le temps retenir 80 de sa valeur parce qu'il y a 20 qui va être imputé en charge d'amortissement. Et donc, la charge d'amortissement, elle aussi, si j'ai la dépréciation au temps 2, 3 et 4, chaque charge d'amortissement va être de 80 de son prédécesseur, avec l'exception du premier. Autre chose que je vais vous faire remarquer, il n'y a aucune valeur résiduelle. Donc, après 20 000, on continue d'amortir. Donc, on peut amortir au temps neuf, on a toujours une charge d'amortissement et ainsi de suite. La valeur au livre pour les normes canadiennes ne va jamais atteindre zéro. Donc, qu'est-ce que normalement on ferait en fiscalité? On aurait une perte finale ou une récupération. Nous, tout simplement, on va disposer de l'actif à un moment donné. On va regarder la valeur au livre, le prix de revente, et on va regarder si on a une perte ou un gain en capital, puis on va regarder l'implication sur les taxes. Mais pour l'amortissement canadien, tout le temps, D sur 2 la première année en amortissement, D par la suite. La valeur au livre ne va jamais atteindre zéro et il n'y a aucune valeur résiduelle. Donc, comment que ça a de l'air? C'est que j'ai 100 000 au temps zéro, je tombe à 90 000 au temps 1 et par la suite 72 000, 54 000, 57 000 et ainsi de suite. Ma valeur ne va jamais tomber à zéro. Ce que j'aime pas de la méthode canadienne, c'est que qu'est-ce qui arrive, c'est que la méthode canadienne, c'est que la première année, je n'ai pas ma meilleure année, ma meilleure charge d'amortissement. On a juste le demi-taux parce qu'on assume qu'en moyenne, on fait nos achats en moyenne au milieu de l'année. Et moi, ça m'a tout le temps frustré. C'est pour ça que je n'ai jamais aimé la méthode canadienne. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que les charges d'amortissement, à partir du temps t est égal à 2, chaque charge d'amortissement subséquent va être 80 de sa valeur précédente. Alors, si je reviens ici, chaque charge d'amortissement subséquente, c'est 80 de la valeur précédente. Et encore une fois, ça ne va jamais atteindre zéro. OK, alors l'amortissement, qu'est-ce qui arrive? C'est que la première année, on a 10 000, la deuxième année, 18 000, et par la suite, toutes les charges d'amortissement décroissent dégressivement. Honnêtement, j'aimerais mieux avoir une grosse charge la première année et que ça descend par la suite, mais il y a aussi les conditions, les besoins du gouvernement. Si tu donnes beaucoup de déductions d'impôts, ils vont recevoir moins d'impôts. Mais il y a aussi l'idée, c'est que si tu donnes plus de déductions d'impôts, il va y avoir plus d'investissement. C'est ça la logique de donner une déduction pour amortissement. OK, alors,
La prochaine méthode qu'on va voir, c'est la méthode, ce qu'on appelle les normes comptables. Alors, la méthode GAP. Alors, en anglais, on appelle ça Double Declining Balance. Lui, c'est mon préféré. Moi, honnêtement, je pense qu'on devrait prendre cette méthode-là au Canada. C'est mon opinion personnelle. Je l'adore. Pourquoi? On a des grosses charges d'amortissement la première année, la deuxième année, puis par la suite, ça décroît par la suite. On pourrait même pleinement amortir le camion après 4 ans. S'il est pleinement amorti la quatrième année, on n'a aucune charge d'amortissement à la cinquième année et donc le gouvernement va recevoir ses taxes. Donc, la méthode linéaire, on amortissait 80 000 sur 5 ans. La méthode comptable, on va amortir ce 80 000, mais on va l'amortir bien plus rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la durée du projet. Dans notre exemple, notre camion, il y avait une durée de 5 ans. On prend 200% divisé par 5 et ça, c'est le taux dégressif qu'on va imputer à chaque année. Mais par contre, on doit tenir compte du fait qu'il y a une valeur résiduelle. On ne peut pas tomber en dessous de la valeur résiduelle. Dans notre exemple, c'est 20 000 Donc, on a un camion qui vaut 100 000 On va imputer une charge d'amortissement de 200% divisé par 5 ou 40% par année. On va prendre la valeur au livre au début de l'année et 40%, ça va être notre charge d'amortissement. Alors, c'est des belles grosses charges d'amortissement en début de projet. Ça réduit notre fardeau fiscal et plus tard, quand on a des charges d'amortissement bien plus petites ou même nulles, on va payer le maximum en taxes. Cependant, on va faire un calcul d'amortissement pour chacune des années. On ne peut pas tomber en dessous de la valeur résiduelle. Dans notre exemple, c'était 20%. Et si on tombe en dessous de la valeur résiduelle, on va juste prendre le maximum d'amortissement pour nous rendre aux 20 000. C'est le maximum qu'on peut prendre. Et maintenant, notre camion est pleinement amorti. Donc, si je reviens avec le camion, on l'a payé 100 000 $. Alors, l'immobilisation vaut 100 000 $ et la valeur résiduelle est de 20 000. Donc, notre projet dure 5 ans. Donc, on va amortir 200% divisé par 5. On va amortir 40% de sa valeur en début d'année. On va l'amortir pendant l'année. Donc, au temps t est égal à 0, le camion, il vaut 100 000 $. On va amortir 40% de sa valeur la première année, 40 000 $. Il va valoir 60 000 à la fin de la première année. La deuxième année, on va amortir 40% de 60 000 ou ben donc 24 000 $. Il va rester 36 000 à la fin de la deuxième année. Alors, deux grosses belles charges d'amortissement en début de projet. Et par la suite, les charges d'amortissement vont être de plus en plus négligeables, même voire nulles, jusqu'à un moment donné. Et quand tu as des grosses charges d'amortissement, tu payes moins en taxes. Quand tu n'as pas de charges d'amortissement, tu payes le maximum. Donc, linéaire, on imputait 80 000 sur 5 ans. Double Declining Balance, on va imputer 80 000 sur 5 ans, ici encore une fois. Cependant, les charges d'amortissement vont être en début de projet et pas linéaires et constants à travers le projet. Donc, la charge d'amortissement, j'impute une charge de 40% par année. Alors, 100 000 fois 40%, j'impute une charge d'amortissement de 40 000 $ la toute première année. Et donc, à la fin de la première année, mon camion qui valait 100 000 en début, moins 40 000 d'amortissement, il vaut 60 000. Autant T est égal à 1. La deuxième année, je vais imputer une charge d'amortissement de 40% du 60 000. Donc, la valeur en début de période, je multiplie par 40%. Ça me donne ma charge d'amortissement pour la deuxième année. Donc, la book value au temps 1, ben, c'est 1 moins le 40%, donc il reste 60 000. Donc, il va tout le temps me rester 1 moins 40% à la fin de l'année de ma valeur au début de l'année ou 60% de ma valeur. Elle retient 60% de la valeur, elle perd 40% en amortissement par année. Au temps T est égal à 2. J'ai un camion qui vaut 60 000. 40%, ça va être ma charge d'amortissement. Donc, j'impute une charge de 24 000 la deuxième année. 40 000 la première, 24 000 la deuxième. Et donc, ma valeur comptable, après 2 ans, elle est de 36 000. La troisième année, je vais avoir 40% du 36 000 en charge d'amortissement, ou ben donc 14 400. Et à la fin de la troisième année, ma valeur comptable, elle va être de 36 000 moins la charge d'amortissement, ou ben donc 21 600. Maintenant, c'est ici que ça devient tricky.
La quatrième année, si j'impute une charge d'amortissement, la quatrième année, si j'impute une charge d'amortissement de 40 de 21 600, 40 de 21 600, mais ça me donne 8 640. Et donc, ma valeur comptable, elle tomberait en dessous de 20 000 Donc, si la valeur ne peut pas tomber en dessous de 20 000, la valeur résiduelle. Donc, la charge d'amortissement de la quatrième année, elle ne peut pas être 40 de 21 600 parce que sinon, la valeur comptable, elle tomberait en dessous de 20 000, elle vaudrait 12 960. Donc, elle a tombé en dessous de 20 000. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on va tout simplement imputer le maximum qui restait à déprécier, à amortir, 1600, et la valeur comptable sera de 20 000. Donc, la charge d'amortissement pour la quatrième année va être de 1600 et la valeur comptable va maintenant être de 20 000. Maintenant, notre camion il est pleinement amorti. La cinquième année, on va avoir aucune charge d'amortissement. Donc, là, maintenant, l'équipement est pleinement amorti. Donc, la cinquième année, la charge d'amortissement va être de zéro. Si on garde le camion une sixième, septième, huitième, neuvième ou dixième année, la charge d'amortissement va être de zéro et la book value, la valeur comptable, va demeurer à 20 000. Tant qu'on n'a pas liquidé l'équipement, la valeur comptable va être de 20 000. Donc, les méthodes, ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a amorti on a amorti 60 000 la première année, 24 000 ou 40 000 la première année, 24 000 la deuxième année, donc 64 000, 78 400 la troisième année et 1 600 la quatrième année. On a amorti le 80 000 comme linéaire. Par contre, les charges d'amortissement en début de projet sont plus élevées, tandis que pour linéaire, on va avoir un cash flow qui est constant. On va avoir des charges d'impôt qui vont être constantes eux aussi. Pour la méthode GAP, qu'est-ce qui va arriver? Nos charges d'impôt vont être plus faibles en début de projet et la cinquième et la sixième ou la septième année, si le camion est toujours là, on va avoir des charges d'impôt qui vont être les plus élevées. Au net, on va avoir les mêmes charges d'impôt au net sur 5 ans que linéaire. On va avoir les mêmes charges d'amortissement 80 000 sur 5 ans. Par contre, le timing des cash flows, nos cash flows vont être plus importants en début de projet et plus faibles en fin de projet. Donc, la valeur actuelle, la vanne, généralement, pour Double Declining Balance, notre vanne, elle est la plus élevée. Donc, la deuxième méthode américaine, c'est une méthode linéaire, mais pas constante. C'est sum of digits. Qu'est-ce qu'on va arriver? C'est qu'on va avoir une charge d'amortissement qui est décroissante, mais de façon linéaire d'une année à l'autre. Encore une fois, on va imputer le plein 80 000 sur les 5 ans. Mais les charges d'amortissement en début de projet vont être plus élevées, mais ils vont décroître linéairement. Comment qu'on fait sum of digits? La méthode inversée. On prend la durée du projet. Le projet, il dure 5 ans. Alors, si le projet dure 5 ans, on fait 1, 2, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. La somme des digits. Alors, 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, c'est 15. Le 80 000, la première année, on va prendre 5 quinzièmes de 80 000 en charge d'amortissement. La deuxième année, on va avoir 4 quinzièmes de 80 000. 3 quinzièmes de 80 000 la troisième année. La quatrième année, on va avoir 2 quinzièmes de 80 000. Et la cinquième année, on va avoir 1 quinzième de 80 000. Donc, ça va décroître linéairement. Et sur la somme des 5 années, on va imputer une somme totale de 80 000 en charge d'amortissement. Donc, d'une belle formule ici, mais oubliez la formule parce que c'est plus facile de le voir visuellement. Donc, si je prends avec mon camion de 100 000 une valeur résiduelle de 20 000 après 5 ans, comment est-ce que je fais le calcul? L'amortissement total, encore une fois, est de 80 000 Je vais amortir 80 000 sur 5 ans. Je vais faire la somme de 1 jusqu'à n. Alors, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, c'est 15. La première année, je vais avoir 5 quinzièmes du 80 000 en amortissement. La deuxième année, j'ai 4 quinzièmes du 80 000 en amortissement. La troisième année, j'ai 3 quinzièmes du 80 000 en amortissement. La troisième année, j'ai 2 quinzièmes du 80 000. Et la cinquième année et dernière année, j'ai 1 quinzième du 80 000.
Donc, 5 quinzièmes plus 4 quinzièmes plus 3 quinzièmes plus 2 quinzièmes plus 1 quinzième du 80 000, ça fait 1 fois 80 000. J'ai pleinement amorti. Maintenant, si j'ai un projet sur 10 ans, ce serait 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10, 55. La première année, j'aurais 10 55e. Deuxième année, 9 55e de l'assiette d'amortissement, et ainsi de suite. Donc, la charge d'amortissement de la première année, j'ai 5 quinzièmes du 80 000 ou ben donc 26 667 en charge d'amortissement. Et donc, la valeur comptable du camion, c'est 100 000 moins la charge d'amortissement, 73 333. La deuxième année, je vais avoir 4 quinzièmes du quatrième. Première année, deuxième année, j'ai 4 quinzièmes du 80 000 en charge d'amortissement. 21 333 et je vais soustraire ce montant de la valeur comptable au temps 1 pour avoir la valeur comptable au temps 2, 52 000. La troisième année, je vais avoir une charge d'amortissement de 3 quinzièmes du 80 000 ou ben donc 16 000 $. Et donc, la valeur comptable au temps T est égale à 3, elle est de 36 000. En passant, si vous vous rappelez, pour la méthode linéaire, au temps 3, on valait 52 000 et au temps 4, on valait 36 000. Parce qu'on impute des charges d'amortissement plus fortes, plus que 16 000 les 2 premières années. Mais par la suite, à partir de la quatrième année, les charges d'amortissement vont être plus faibles. Donc, on va payer plus de taxes la quatrième et cinquième année que linéaire. La quatrième année, on paye 1, 2, 3, 4, 2 quinzièmes du 80 000 en impôts, 10 667, qu'on soustrait aux 36 000 qui nous donne 25 333. Et la dernière année, on paye 1 quinzième du 80 000, 5 333, qui nous amène à une book value de 20 000 $ après 5 ans. Donc, pour un examen, bien sûr, je ne peux pas vous donner des projets d'une durée de 10 ans, mais pour les TP, je peux vous donner un projet de 10 ans parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui peuvent le faire sur Excel. Je vous recommande de le faire à la main aussi parce que c'est de la bonne pratique. Mais un examen, le projet va être d'une durée de 3, 4, 5 ou 6 ans. 6 ans, ça serait poussé. À moins que ce soit linéaire, je vais avoir des projets d'une durée relativement courte à cause du temps. Donc, mes cash flows, mes impôts vont être déterminés par ma charge d'amortissement au temps 1, 2, 3, 4, 5. J'ai plus de charges la première année, puis ça décroît linéairement. La dernière année, j'ai la plus faible charge d'amortissement. Et donc, je vais payer le même montant total de taxes que linéaire et GAAP. Mais par contre, encore une fois, c'est le timing des cash flows qui vont être différents. Donc, encore une fois, je répète, pour linéaire, on amortit 80 000 sur 5 ans. GAAP ou Double Declining Balance, 80 000 sur 5 ans. Sum of Digits, on amortit 80 000 sur 5 ans. Mais linéaire, on a 16 000 chaque année. GAAP et Sum of Digits, on a des charges plus élevées au début. On a des charges plus élevées les 2 premières années et plus faibles par la suite. Donc, on va payer le même montant de taxes, mais les taxes, on va les payer plus dans le futur quand on a plus de liquidité pour payer les taxes. OK. Et donc, la dernière méthode qu'on va voir, c'est les unités de production, ou bedon, on appelle ça le kilométrage. Alors, si c'est un camion, notre camion, on peut l'amortir 80 000 au lieu d'une durée de vie, on va amortir un certain nombre de dollars par kilomètre parcouru. Donc, on impute une charge de kilomètres. Pour chaque kilomètre parcouru, on impute une charge pour l'unité consommée. Donc, si c'est 20 cents par kilomètre, puis on a roulé 10 000 kilomètres, on va imputer une charge d'amortissement de 10 000 fois 20 cents, 2 000 $. Donc, dans notre exemple, on a notre camion de 100 000 $ avec valeur résiduelle de 20 000 après 5 ans. Le 5 ans est plus pertinent maintenant. C'est le nombre de kilomètres qu'on s'attend à utiliser. Donc, on s'attend que le camion peut runner un total de 270 000 kilomètres. La première année, 40 000. La deuxième année, on va runner 50 000. La troisième année, on va runner 30 000. La quatrième année, on va runner 60 000. La cinquième année, 100 000. Et la sixième année, 90 000. Si vous remarquez, la somme de tous ces chiffres, c'est plus que 270 000. Donc, après 270 000 kilomètres, le camion va être pleinement amorti. Donc, l'amortissement total, encore une fois, c'est 80 000. Mais au lieu d'amortir ça sur le temps, on va amortir ça sur le kilométrage.
Donc, on s'attend à être capable de produire 270 000 ou de runner 270 000 km. Donc, 80 000 sur 270 000 km, c'est 29,63 cents par kilomètre. Donc, pour chaque kilomètre parcouru, on va imputer une charge de 29,63 cents. Et donc, pour notre camion, la charge d'amortissement de la première année, vu que le camion, on s'attend à runner le camion 40 000 km la première année, on va imputer une charge de 40 000 fois 29,63, 11 851, ce qui fait en sorte que la valeur au livre va chuter de 100 000 à 88 148 et 15. 88 148 et 15. La valeur au début de l'année, moins l'amortissement cumulé, nous donne la valeur à la fin de l'année. La deuxième année, on dit qu'on va runner 50 000 km. 50 000 km à 29,63 cents le kilomètre. Notre charge d'amortissement, 14 814. Donc, le 88 148 en début de période, on amortit 14 814. Il nous reste 73 333 à la fin de la deuxième année. La troisième année, on va avoir une charge d'amortissement. On va faire 29,63 cents fois 30 000. Quatrième année, 29,63 cents fois 60 000. Donc, nos charges d'amortissement de la troisième et quatrième année, on va les soustraire à la book value. Alors, 8 889 la troisième année, la book value chute à 64 444. 17 778 la quatrième année, notre book value chute à 46 667. Maintenant, après 4 ans, on a maintenant runné 90 000, 120 000, 180 000 des 270 000 km. La cinquième année, on s'attend à runner 100 000 km, mais on peut juste imputer des charges sur le 90 000 qui reste. Et donc, par la suite, notre camion va être pleinement amorti. Après 4 ans, on a voyagé 180 000 km. On peut juste amortir 90 000 des 100 000 de l'année 5. Donc, la charge d'amortissement de la cinquième année, 90 000 fois 29,63 cents, c'est 26 667. Et on va avoir pleinement amorti notre camion. L'année suivante, je pense qu'on run 90 km l'année 6, oui, 90 000. On s'en fiche combien qu'il run, il est pleinement amorti. Donc, après 5 ans, l'actif est pleinement amorti. La sixième année, on run 90 000, mais on n'impute aucune charge d'amortissement. Donc, l'équipement est pleinement amorti et sa book value demeure jusqu'à la disposition. La book value va demeurer à 20 000. Donc, maintenant, pour des questions, pour l'examen, le premier TP, il est maintenant en ligne. Vous êtes en mesure de faire les questions 1 à 20 et 23 à 30 après le cours d'aujourd'hui. Vous êtes aussi en mesure de faire les questions 21 et 22. C'est le cours 6. Le cours 6, on voit la location. Généralement, on paye un loyer, comme sur un appartement, on paye un loyer en début de période, mais notre crédit d'impôt, on le reçoit en fin de période. Mais pour simplifier le TP, j'ai dit que la location, elle est payée en fin de période. Donc, j'ai tout le temps des étudiants qui sont zélés, qui sont capables de faire le calcul. Donc, ça devient tout simplement une charge. Mais au cours 6, on va tenir compte du fait que les loyers sont payés en début de période. Donc, on doit tenir compte du timing des cash flows. Donc, en plus du TP qui est maintenant en ligne, j'ai mis le TP, je crois, de 2018. C'est le même TP avec des données différentes. Donc, si vous êtes capable de faire le TP qui est déjà en ligne et vous arrivez à la bonne réponse, c'est une très bonne pratique pour l'examen. Le TP, je vais avouer, il est long. Surtout si vous le faites à la main, il est très long, c'est 10 années. Alors, tu as une compagnie qui est âgée de 3 ans, puis tu as un projet de 7 ans par la suite. Donc, tu as 10 années que tu dois comparer. Alors, un petit conseil pour le TP. La partie A du TP, on dit qu'on a une compagnie qui est déjà âgée de 3 ans. Et à l'origine, elle a acheté un équipement. La partie B, c'est le projet. Alors, on va avoir des cash flows supplémentaires, mais sachez que l'entreprise est maintenant âgée de 3 ans. Donc, quand vous calculez vos cash flows incrémentaux, sachez que l'entreprise est âgée de 3 ans, le projet est âgé de 0 année à l'inception.
Donc ça, c'est une erreur qui fait bloquer beaucoup d'étudiants ou il y a des étudiants qui tombent dans le piège. Donc, si vous êtes capable de faire l'ancien TP, je veux dire, vous êtes très prête. Et je veux aussi dire, si vous tombez à une réponse qui est dans les choix de réponse, vous avez la bonne réponse. Parce que tous les autres choix de réponse ont été choisis avec la fonction aléatoire de Excel. Alors, tout le solutionnaire, moi, je l'ai fait avec Excel, incluant les mauvais choix de réponse qui sont choisis aléatoirement. Et à partir d'aujourd'hui, vous êtes en mesure de faire des exercices qui représentent 85 de l'examen. Donc, 85 de l'examen. Au prochain cours, on va regarder des projets de durée de vie inégale. Et au cours 6, on va regarder deux projets. Un, location versus achat. Et on va regarder un refinancement. Alors, c'est la seule fois où on va regarder la charge d'intérêt. Donc, c'est des cas exceptionnels. La plupart, la grosse partie de la matière de l'examen, vous êtes maintenant préparé pour le faire, 80 à 85 OK, alors j'arrête l'enregistrement.